Non, rien de rien. Sa voix, ah, sa voix. Impossible de l'oublier. Édith Piaf. Pour nous, le petit moineau de Paris, mais avec une voix qui faisait frissonner l'âme et toucher le ciel. Elle fut l'une des plus grandes chanteuses du XXe siècle, une légende qui ne se contentait pas de chanter, mais vivait chaque note, conquérant le monde avec sa force et sa manière unique de chanter. Mais derrière les applaudissements, les lumières et les chansons qui touchaient des millions de cœurs, se cachait une vie que peu de gens auraient pu supporter, ni même imaginer. Une histoire de résilience, de grande tristesse et d'une force qui semblait inépuisable. Préparez-vous à découvrir la véritable histoire, celle que personne ne raconte, de la voix qui a refusé de se taire. Cette femme a transformé la douleur en art. Paris 1915. Le monde est en guerre. Au milieu de tout cela, naît Giovanna Gassion. Mais la vie d'Édith ne commença pas dans un berceau d'or, ni dans une maison rangée. On dit, une sorte de légende, qu'elle serait née dans la rue, sous un lampadaire, au milieu du brouillard de Belleville. Bien que les registres impliquent qu'elle est née dans un humble hôpital du quartier, un lieu peuplé d'immigrants et de nombreuses luttes, la vérité est que, depuis le début, sa vie fut un combat pour survivre. Fille de Louis-Alphonse Gassion, un artiste de rue qui gagnait sa vie en faisant des spectacles improvisés, et d'Annetta Giovanna Maillard, une chanteuse de cabaret se produisant sous le nom de Lynn Marsat, Édith fut jetée dans le monde avec une dose de souffrance qui marqua à jamais son âme et son art. À seulement 2 mois, un abandon qui allait résonner en elle pour toujours. Sa mère la laissa tomber, courant après un rêve de carrière qui n'a jamais abouti et finit par se prostituer pour survivre. Édith fut alors confiée à sa grand-mère maternelle, Emma Saïd. Mais ce qui aurait dû être un foyer sûr devint un véritable cauchemar. Édith fut maltraitée, souffrit de la faim, de la soif et vécut dans des conditions d'hygiène déplorables. Une enfance sans amour, d'abandon profond et d'un désespoir sans fin. Elle vécut avec cette grand-mère pendant 1 an et demi et chaque jour était une guerre. Ce fut en Normandie, en 1918, après que son père l'eut retiré de cette situation terrible, qu'Édith respira un peu. Dans le bordel de sa grand-mère paternelle, Mamatine, une ancienne prostituée propriétaire des lieux, Édith, aussi incroyable que cela puisse paraître, fut accueillie. Au milieu d'un endroit que l'on n'imagine même pas, des femmes qui vivaient en marge de la société, mais pleines de cœur, l'entourèrent, principalement une prostituée nommée Titine. Elle donna à Édith l'affection maternelle dont elle avait tant besoin. C'est là que la santé d'Édith s'améliora vraiment, mais non sans laisser une marque. Elle devint aveugle pendant quelques années à cause d'un problème oculaire. Édith, avec la foi immense qu'elle eut toute sa vie, a toujours cru que sa guérison miraculeuse venait de Sainte Thérèse. À 7 ans, en 1922, son père la retira du bordel et l'emmena vivre la vie de cirque, voyageant de ville en ville. Édith commença à l'accompagner lors des représentations de son père, ramassant les pièces que les gens jetaient. En 1925, de retour en France, elle alla même à l'école publique, mais la rue, sa scène, l'appelait de nouveau. Et ce fut lors de l'une de ces occasions, à 10 ans, quand on lui demanda ce qu'elle faisait, que sa voix, encore brute, apparut. Elle tenta d'improviser un numéro et chanta pour la première fois. Dès lors, la rue serait sa scène, son moyen de subsistance et le lieu où elle apprendrait tout sur la vie. Mais la jeunesse d'Édith ne serait pas facile. À 15 ans, inquiet qu'elle ne finisse comme sa mère, son père tenta de l'empêcher de faire certaines choses. Édith s'enfuit de la maison, ne laissant qu'un mot d'adieu. À 16 ans, elle rencontra et tomba amoureuse de Louis Dupont. Et à 17 ans, naquit sa fille unique, Marcelle. Mais le bonheur, tel un éclair partant d'orage, fut de courte durée. Suite à des problèmes conjugaux, Édith s'enfuit, et sa fille, âgée d'1 an seulement, resta avec son père. À 2 ans, le 7 juin 1935, la petite Marcelle mourut d'une méningite. Une perte déchirante qui, ajoutée au traumatisme du passé et au mépris de sa mère qui réapparaissait sans la reconnaître, plongea Édith dans un abîme de douleur, de dépendance et de désespoir. Une profonde dépression. La dépendance à l'alcool s'installa véritablement, et la vie d'Édith Piaf semblait s'effondrer avant même d'avoir commencé.
Elle retrouva son amie Momone et recommença à chanter sur les places publiques, où elle rencontra Albert, son deuxième petit ami. Mais une relation difficile, marquée par les agressions et les abus. Avec l'aide de Momone, elle réussit à s'échapper, fermant ainsi un autre chapitre douloureux de sa vie. L'histoire d'Édith Piaf est une montagne russe, n'est-ce pas? Chaque rebondissement montre la force qu'elle possédait. Et le meilleur ou le plus difficile est encore à venir. Si vous appréciez ce parcours de surmonter les épreuves et d'art, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ainsi, vous aidez cette histoire à atteindre plus de personnes et continuez à suivre les récits qui vous inspirent. Votre aide est très importante pour notre travail. Ce fut dans les rues de Paris, en 1935, chantant avec son amie Momone, que le destin lui donna un coup de pouce. Édith Piaf fut découverte par Louis Leplay, le propriétaire d'un cabaret chic sur les Champs-Élysées. Il vit en elle quelque chose d'unique, un talent pur, une voix qui était pure âme. La Mom Piaf, le petit moineau, fut le surnom qu'il lui donna en raison de sa petite taille, environ 1,43 m. Leplay devint son mentor, lui apprenant à se tenir sur scène, à mieux s'habiller. C'est lui qui eut l'idée de la célèbre robe noire qui devint sa marque de fabrique. Leplay mena une vaste campagne pour le spectacle de début d'Édith, et le résultat fut un succès retentissant. De nombreuses célébrités virent, et les critiques adoraient. En 1936 vint le premier contrat, le premier disque chez Polydor. Édith Piaf était en pleine ascension, son nom était déjà sur toutes les lèvres à Paris. Mais le destin, de nouveau, montra son côté cruel. Leplay fut assassiné. Édith, au milieu de la confusion de sa célébrité naissante, fut interrogée, suspectée d'implication. Bien qu'innocentée faute de preuves, le choc fut énorme. La douleur, la pression, la solitude la replongèrent dans le gouffre. Dépression, et la boisson et la cigarette devinrent des compagnons encore plus présents dans sa vie. Ce fut Raymond Asso, qu'elle rencontra par l'intermédiaire de Leplay, qui la remit sur pied. Il devint son mentor, son guide, s'occupant de sa carrière et, plus important encore, de son âme. Il transforma la Mom Piaf en Édith Piaf, la chanteuse professionnelle que le monde allait aimer. De 1936 à 1945, Piaf connut un succès immense dans toute la France en tant qu'actrice et chanteuse. À cette époque, sa mère réapparut, voulant profiter de la célébrité et de l'argent de sa fille. Et Édith, avec son grand cœur, commença à l'aider financièrement. Mais la grandeur d'Édith Piaf allait au-delà des scènes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut une héroïne, mais de celles qui sont discrètes. Elle utilisa sa renommée et son influence pour aider et protéger les musiciens juifs, les abritant chez elle, qui devint une cachette pour de nombreuses personnes fuyant la persécution. Lors d'une de ses tournées, elle prit des photos avec 120 prisonniers de guerre, photos qui furent utilisées pour fabriquer de faux documents et passeports, aidant beaucoup à s'échapper. Édith Piaf ne chantait pas seulement pour la France, elle luttait pour elle. En 1945, alors que la France se relevait de la guerre, elle écrivit son chef-d'œuvre, La vie en rose. Une chanson qui devint un hymne pour elle, un symbole d'espoir, et qui la catapulta vers la renommée internationale. Sa première tournée aux États-Unis, en 1947, ne commença pas bien. Le public ne fut pas aussi enthousiaste qu'elle l'espérait. Mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, un célèbre critique de New York écrivit une critique incroyable de son spectacle, exhortant le public à ne pas le manquer. Cette critique sauva sa carrière là-bas, et elle conquit l'Amérique, donnant plusieurs concerts pendant la saison. Aux États-Unis, en 1948, une rencontre changea tout, pour toujours. Édith rencontra le boxeur Marcel Cerdan, champion du monde de boxe. Il était marié et avait 3 enfants, mais l'amour entre lui et Édith était quelque chose que personne ne pouvait contrôler. Un roman intense, plein de passion, que même s'ils essayaient de le cacher, la presse française découvrit rapidement. Cerdan était une icône en France et le couple voyageait beaucoup en raison de leur travail, entre tournées et combats. En 1949, Édith revint pour une autre tournée à New York. Marcel était prévu pour un combat important. Il devait venir en bateau, mais à la demande insistante d'Édith, qui voulait passer plus de temps avec lui, Marcel prit l'avion. L'avion, cependant, n'arriva jamais. Il s'écrasa sans laisser de survivants.
Cet amour intense qui envahissait tout fut brutalement interrompu. Edith s'effondra. La culpabilité, la douleur et les dépendances deviennent encore plus fortes, atteignant un point critique. Morphine, alcool, cigarettes, son corps et son esprit étaient détruits, et sa santé commença à se détériorer rapidement, avec l'apparition de l'arthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie. Edith plongea profondément dans le désespoir. Pendant un temps, elle fréquenta même des maisons de spiritisme dans l'espoir de pouvoir parler à Marcel. Lorsque la dépendance aux médicaments et l'alcoolisme commençaient à nuire à ses spectacles, elle tenta une désintoxication. Mais pour dormir, elle commença à mélanger médicaments et boissons alcoolisées. Déprimée, se sentant coupable de la mort de Marcel Cerdan, elle s'isola dans sa villa, restant presque un an sans chanter. Mais ce fut pendant cette période qu'elle composa certains de ses plus grands succès, qui la rendirent encore plus célèbre, comme Hymne à l'amour et Milord, cette dernière en hommage à Marcel. En 1951, sa force la propulsa de nouveau. Elle engagea un jeune musicien nommé Charles Aznavour. Ils eurent une brève romance, mais ce qui resta fut une amitié qui dura pour toujours. Edith aida sa carrière, l'emmenant à ses concerts, et Charles, à son tour, aida Edith à sortir de la dépression. La même année, un autre choc. Elle fut victime d'un accident de voiture, se fracturant un bras et 2 côtes. Pour la douleur, on lui prescrivit de la morphine, augmentant encore plus sa dépendance aux analgésiques, à l'alcool et à la cigarette. Après plusieurs amours, Edith se maria pour la première fois avec l'acteur Jacques Pils le 20 septembre 1952 lors d'une tournée aux États-Unis. Mais la relation ne dura pas. De retour à Paris en 1956, Edith divorça de Jacques, invoquant de nombreuses différences, parmi lesquelles le fait qu'il voulait des enfants et elle non. Après la séparation, elle s'impliqua avec de nombreuses personnes, acteurs, hommes d'affaires, chanteurs, même des électriciens et des musiciens. En 1958, après un autre grave accident de voiture, les marques laissées sur son corps la conduisirent à utiliser de la morphine sans contrôle, aggravant sa santé et augmentant considérablement sa dépendance à la boisson et aux analgésiques. Malgré tout, après quelques mois de récupération, Edith enregistra un autre grand succès, Milord. En 1961, bien que malade et très faible, Edith Piaf donna des concerts inoubliables à l'Olympia, la salle de spectacle la plus célèbre de Paris. Elle fit cela dans un seul but, sauver l'Olympia de la faillite. Ses concerts là-bas furent un succès retentissant, une victoire de sa volonté, mais l'effort physique la laissa épuisée et encore plus affaiblie. Edith n'écoutait ni les médecins ni les amis qui lui demandaient de réduire les spectacles pour se ménager. Mais elle disait toujours « Non, je ne peux pas décevoir mon public ». Edith, en raison de ses problèmes de santé et de son mode de vie, semblait avoir 20 ans de plus que son âge réel. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait, désobéissant aux ordres médicaux, enchaînant toujours les concerts, dans une quête sans fin de donner son art au monde. En 1962, le dernier amour. Edith rencontra Théo Sarapo, 20 ans plus jeune qu'elle. Elle tomba amoureuse et commença une relation avec lui. Le couple fit face à beaucoup de préjugés en raison de leur différence d'âge, mais le lien entre eux était fort. Edith et Théo se marièrent en octobre. Le jour du mariage, Edith était visiblement fragile, elle pouvait à peine écrire son nom sur le registre. Elle venait d'être opérée du foie, un corps fatigué, mais un esprit encore vibrant et plein de passion. Un an après le mariage, le 10 octobre 1963, Edith Piaf nous quitta des suites d'une hémorragie causée par un cancer du foie à Place-Cassier, près de Grasse, à 47 ans. Elle était dans le coma depuis 2 semaines. La consommation excessive de boissons alcoolisées, le tabagisme intense, ainsi que l'utilisation incontrôlée de médicaments pour l'anxiété, la dépression et les calmants, mélangés à la morphine pour traiter l'arthrite et la fibromyalgie, avaient ruiné sa santé. Sa mort fut annoncée à Paris le 11 octobre 1963 et une foule, pleurant abondamment, accompagna le cortège. Edith fut enterrée au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, aux côtés de sa fille et de son père. Edith Piaf, le petit moineau, la femme qui vécut intensément chaque minute, ama sincèrement et chanta comme personne d'autre, a laissé un héritage impérissable qui résonne à travers les générations.
Son histoire est la preuve que même face aux plus grandes tristesses, à la douleur la plus profonde et aux problèmes les plus difficiles, l'art, la passion et la pure force de volonté peuvent nous rendre éternels. Et ce fut l'incroyable et émouvante histoire d'Édith Piaf. Quelle partie de ce parcours vous a le plus touché? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce voyage dans la vie d'une légende et que vous voulez découvrir plus d'histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre aide est très importante pour nous. Elle nous donne l'énergie de toujours vous apporter plus de contenu de qualité. À la prochaine vidéo où d'autres vies extraordinaires attendent d'être découvertes.